Donc on a vu l'hypertension artérielle, on a vu l'insuffisance coronarienne, et puis il peut y avoir aussi des troubles de la conduction, du trouble du rythme et de la conduction. Les troubles du rythme, ça peut être favorisé par les désaturations artérielles, hein, qui vont entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque, puis une hyperexcitabilité auriculaire et ventriculaire, donc il peut y avoir des troubles des extrasystoles, des choses comme ça. Et puis surtout des troubles de la conduction, en particulier, ça c'est pendant l'apnée, il y a une hypertonie vagale, le système parasympathique est stimulé, et ça a tendance à entraîner plutôt un ralentissement du rythme cardiaque, une bradycardie, hein, voire même des pauses sinusales. En fin, souvent, c'est quand les apnées sont fréquentes et sont prolongées, et donc en fin d'apnée, vous pouvez avoir plusieurs secondes en pause sinusale. Et en général, vous avez une tachycardie à la reprise ventilatoire, hein, donc qui est liée à la stimulation du système sympathique. Et en général, ces anomalies-là régressent sous traitement, hein, dès que vous traitez les patients. Et ça peut être mis en évidence par les cardiologues quand ils sont amenés à faire un holter. Vous avez ça souvent la nuit, et ça peut être aussi une façon de dépister un petit peu ces patients-là. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la mort subite de cause cardiaque et le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, il faut savoir que le risque maximum de mort subite de la population générale survient entre 6 h du matin et midi, parce qu'il y a des modifications de l'activité sympathique, de la coagulabilité, bref. Et il y a un risque minimum entre minuit et 6 h du matin. Sauf qu'ils ont remarqué que chez les gens qui faisaient des apnées du sommeil, eh bien, il y avait une augmentation de la fréquence des décès de cause cardiaque la nuit, 46% versus 21% chez les patients qui ne font pas d'apnée, donc il y a un risque augmenté. Et c'est peut-être lié à ces troubles du rythme cardiaque qui surviennent en fin de nuit. Alors, les apnées sont beaucoup plus importantes, marquées en fin de nuit, parce que le sommeil est plus profond. Et donc, il y a peut-être quand même un risque accru de mort subite chez les patients qui ont en général une pathologie cardiaque et qui font en plus des apnées du sommeil. Enfin, dernier point, le retentissement. Donc, on est toujours dans le retentissement à long terme, hein. Donc on a vu le cœur surtout, et en fait les accidents vasculaires cérébraux, donc les problèmes qui sont liés en fait à l'artériosclérose, et très longtemps aussi on s'est posé la question de savoir s'il y avait un risque augmenté d'accidents vasculaires cérébraux chez les gens qui font des apnées. Et ça, vous voyez, c'est quand même relativement récent, ça date de 2005, c'est un article qui a repris de façon observationnelle, hein, plus de 1000 patients qui ont eu une polysomnographie. Et puis en fait, ils ont évalué un petit peu leur mortalité, en fait, et puis la survenue d'accidents vasculaires cérébraux. Alors on voit que chez les gens qui ont le syndrome d'apnée du sommeil, il y en a près de 700, et ça c'est les contrôles qui n'ont pas de syndrome d'apnée du sommeil. On voit quand même qu'il y a plus d'hommes qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Ils étaient plus gros, hein, 33 contre 30 d'index de masse corporelle. 60% étaient hypertendus contre 43, vous voyez, on revient à peu près aux mêmes choses. Et puis, bon, bien sûr, c'était des ronfleurs, ils avaient un index d'apnée à 35 contre 2 pour les autres, puisque c'était les contrôles qui n'avaient pas de syndrome d'apnée du sommeil. Et donc, ils désaturaient, le taux de désaturation le plus bas, c'était 80%. Vous voyez, il faut être au-dessus de 90 contre 87. Donc, vous voyez, c'était une population qui était bien sûr pas identique au moment où ils les ont comparés, mais après, donc, ils sont intéressés au devenir des patients qui avaient des syndromes d'apnée du sommeil, et donc ils ont montré que quand même il y avait un risque ceux qui avaient le syndrome d'apnée du sommeil risquaient soit de mourir, soit d'avoir un accident vasculaire cérébral de façon quand même beaucoup plus importante, hein. Ça, c'est sur un suivi de 4-5 ans. Par rapport aux sujets qui n'avaient pas de syndrome d'apnée du sommeil. Donc, vous voyez, donc ça, c'est les complications à long terme, ce qui veut dire qu'il faut s'intéresser à cette pathologie-là, qu'elle est importante et qu'il faut essayer de la détecter. On verra tout à l'heure un petit peu au point de vue épidémiologique combien de personnes ça concerne. C'est quand même relativement important. Alors, on revient un peu à la symptomatologie, hein, vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, le maître symptôme, c'est la somnolence. Et donc, ce sont des signes diurnes en fait, qui vont nous orienter. C'est la somnolence diurne pathologique, c'est-à-dire elle peut être évidente, hein, en général, on s'en aperçoit lorsque le patient dans la salle d'attente s'est endormi, mais ça peut survenir lors de la conduite automobile. Il y a des gens même qui s'endorment au feu rouge.
Donc pour vous dire qu'il suffit de quelques minutes pour que les gens s'endorment, mais à quel point ils sont obligés de lutter. Ce qui est beaucoup plus difficile à évaluer, c'est une baisse physiologique de vigilance en période postprandiale. Alors tout le problème, c'est le diagnostic différentiel. C'est-à-dire quand le patient vient vous voir, il dit je m'endors un peu dans la journée. Alors d'abord, il va s'endormir peut-être facilement après le repas du midi. Alors c'est physiologique ça, hein, d'accord, on a une baisse de vigilance et on pourrait presque aller faire la sieste, hein, tous, une petite sieste hein, bien sûr. Hein. Bon, il suffit de regarder les débats à l'Assemblée nationale en période postprandiale, je peux vous dire que c'est quand même très intéressant. Et je crois que c'est bon, ben voilà, on ne peut pas leur en vouloir. Enfin. Alors, il y a un diagnostic différentiel qui est assez simple, hein, d'interrogatoire. C'est par exemple, d'abord, c'est les perturbations du rythme nictéméral. C'est-à-dire quand vous avez une activité professionnelle type 2-8 ou 3-8, alors une semaine vous travaillez la nuit, l'autre semaine d'après vous travaillez dans la journée ou en fin d'après-midi. Et donc du coup ça perturbe considérablement votre rythme de veille et de sommeil. Et à ce moment-là, donc ça peut entraîner une somnolence. Et en général, pendant les vacances, quand elles sont assez longues, les gens arrivent à peu près à se recaler et on voit leur somnolence disparaître. Bon, la prise d'alcool ou de médicaments, quand vous prenez des sédatifs le soir, ben vous pouvez avoir une somnolence. L'alcool aussi, ça quand même, je veux dire, une nuit après de l'alcool, c'est pas une nuit de bonne qualité, et le lendemain on peut être somnolent. La psychasthénie, bon, c'est le sujet, enfin, en général c'est l'étudiant qui est fatigué le matin, qui ne peut pas se lever, et puis le soir, il pète la forme, il se couche à pas d'heure, etc. Bon, ça c'est pas trop difficile. Par contre, il y a l'insomnie, hein, et donc, c'est particulier chez les patients dépressifs. Hein. Donc, c'est pas difficile de demander aux gens comment ils dorment, en fait. Hein. Il faut faire un petit peu... demander à quelle heure ils s'endorment, est-ce qu'ils se réveillent la nuit. Il y a des gens qui vous disent je me réveille à 1h du matin, puis je mets 2 heures à m'endormir. Bon, c'est évident qu'on va avoir une réduction de la durée de sommeil et on va avoir une somnolence en contrepartie, puisque, je veux dire, les gens, s'ils ont besoin de 7 heures pour récupérer et qu'ils dorment que 5 heures, il va leur manquer 2 heures et ils vont payer ça dans la journée. Et puis à côté de ça, on a d'autres pathologies qui peuvent s'accompagner d'une somnolence. Alors on dira 2 mots tout à l'heure de la narcolepsie, puis peut-être des jambes sans repos. Bon, les autres, elles sont tellement rares qu'on ne va pas en parler. Alors cette somnolence, elle peut évaluer subjectivement et objectivement. Subjectivement, vous avez votre interrogatoire, vous avez des échelles hein, je vous parlais du score d'Epworth. Et puis objectivement, on a ce qu'on appelle les tests de latence d'endormissement. C'est-à-dire qu'on met les gens avec des électrodes sur la tête pour analyser le sommeil, on les met dans une pièce, dans un fauteuil, dans sombre, et puis plusieurs fois dans la journée, on leur demande de se détendre et puis de s'endormir. Et on calcule le temps qu'ils mettent à s'endormir. Et en général, bon, il faut mettre plus de 10 minutes, ou je ne sais plus trop. Enfin, et on arrive comme ça à quantifier la latence d'endormissement. Et quelqu'un qui s'allonge et puis qui s'endort en 4-5 minutes, manifestement, donc il a une hypersomnolence, il a un endormissement qui est trop rapide. Et à l'inverse, on va faire des tests de maintien de l'éveil, en particulier chez les routiers qui font des apnées, pour pouvoir les remettre au boulot. Donc là, en fait, c'est différent, on les met dans les mêmes conditions et on leur demande de ne pas s'endormir. Et ce qui permet après de savoir, bon, si c'est fin négatif, ils peuvent reprendre leur travail. Alors voilà le score d'Epworth. Donc voilà, vous avez différentes situations. Vous êtes assis en train de lire. Et alors en fait, vous avez 4 possibilités. Je ne somnole jamais, j'ai une faible chance de m'endormir, une chance moyenne ou une forte chance. Et c'est de m'endormir, c'est pas de me sentir fatigué. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire je suis fatigué, je m'allonge, mais je ne peux pas m'endormir. Il n'y a pas de somnolence. Ils sont fatigués. Voilà. Reste à savoir quel type de fatigue, etc. Alors, assis en train de lire, alors vous cochez, quoi. Hein, les gens cochent, en train de regarder la télévision. Alors la télé, moi je trouve que, enfin bon, je veux dire, qu'est-ce qui ne s'endort pas devant la télé il y en a certains quand même. Assis inactifs dans un endroit public, alors théâtre, réunion professionnelle. Alors, vous avez des fois des gens de la campagne qui vont pas au théâtre quand même tous les jours, donc ils ne savent pas trop comment faire. Bon, passager dans une auto, allonger l'après-midi pour se reposer quand on peut, assis en train de parler à quelqu'un. Assis calmement après un repas sans alcool et dans une auto immobilisée quelques minutes dans un encombrement. Donc voilà. Et puis en fait, vous parlez de somnolence modérée de 9 à 15 et supérieure à 16, c'est sévère. Quoi. En fait, et au-dessous de 9, il n'y a pas de somnolence. Quoi, en fait. Donc on a le droit quand même effectivement, de s'endormir quand on s'allonge l'après-midi. Hein. C'est quand même pas défendu. Alors, il y a d'autres signes diurnes. Hein. Alors, bon, souvent, c'est les gens qui se réveillent fatigués le matin, comme s'ils avaient mal dormi. Ils disent moi, j'ai l'impression d'avoir mal dormi. Bon, ils disent, des fois, ils ont des maux de tête. Bon, c'est discuté, c'est pas sûr.
Et puis il y a surtout des choses beaucoup plus difficiles à appréhender, des troubles du comportement, des troubles de la mémoire et des déficiences intellectuelles. Ils ne sont pas en forme. Ça, c'est souvent le cas du, comment ça s'appelle, du jeune gérant de société très dynamique qui a pris 1 kilo tous les ans, quoi, hein. Et puis donc, du coup, il a pris 20 kilos et puis il arrive là, il ronfle, il embête tout le monde et puis il trouve qu'il n'est pas en forme, etc. Et donc il ne s'endort pas parce qu'il speed, il boit du café et tout. Mais ils peuvent devenir un peu irritables. Ils trouvent qu'en réunion, ils n'arrivent plus à tenir la route. Et souvent, ça, c'est des petits signes qui peuvent éventuellement évoquer une possibilité d'anomalie respiratoire. Diminution de la libido, impuissance, ça c'est assez classique et c'est un bon signe d'appel aussi. Et puis à côté de ces signes diurnes, vous avez des signes nocturnes et les ronflements, ils sont quasi constants. C'est des ronflements qui sont intenses et qui sont cycliques. C'est-à-dire pendant l'apnée, il n'y a pas de ronflement. Donc les gens ont une reprise ventilatoire bruyante, donc ce n'est pas le ronflement régulier modéré. Souvent le sommeil est agité, ils se plaignent de cauchemars, réveil avec sensation d'étouffer. Et puis la nuit, comme ils sont réveillés, des micro-éveils, souvent ils ont envie d'uriner, alors ils vont se lever 5, 6, 7, 8 fois la nuit pour aller uriner. Il peut y avoir aussi des anomalies métaboliques avec sécrétion d'hormones qui favorisent la diurèse, du fait des variations de pression intrathoracique. Et en général, avec le traitement, cette nicturie va disparaître. Chez l'enfant, c'est des problèmes d'énurésie. Et puis, bien sûr, il y a l'observation d'apnée par le conjoint. Alors, j'ai mis entre parenthèses, est-ce que c'est fiable ? Des fois, c'est clair quand les gens sont un peu obsessionnels. Ils me disent, ouais, mon mari, il fait des apnées. Alors, les gens comptent et puis chronomètrent, voilà, tant de secondes. Alors là, le diagnostic, il est fait. Et puis, il y a des fois, ils disent, non, moi, je n'entends pas, je fais chambre à part, bien sûr. Et ce n'est pas toujours si fiable que ça. Alors qu'en fait, le témoignage du conjoint est quand même vraiment quelque chose de très important pour le dépistage. Après, enfin, il y a l'obésité, bien sûr, qui va nous intéresser un peu plus. Alors, l'obésité, c'est un facteur du risque essentiel du syndrome d'apnée du sommeil. On va dire 60 à 70% des patients atteints de SAS sont obèses. Ceci dit, la prévalence du SAS dans l'obésité n'est pas connue précisément. Alors, il y a une étude qui a été faite en Suède sur pas mal de sujets, et puis c'est basé sur les apnées constatées et les ronflements. Et dans cette étude, 26% des hommes et 9% des femmes présenteraient des apnées, mais il n'y a pas eu de polygraphie, donc on ne sait pas, c'est quelque chose comme ça. Et dans l'obésité morbide, c'est 41%. Donc on ne sait pas trop, mais je veux dire, parmi les gens qui sont apnéiques, on va dire 60 à 70% ont bien sûr une surcharge pondérale. Et c'est l'obésité androïde qui est quand même un facteur de risque qui est bien supérieur à l'obésité gynoïde. Moi, j'ai vu des patientes qui vraiment très grosses. Et en fait, qui avaient une obésité gynoïde et qui n'avaient pas de troubles respiratoires du sommeil. À côté de ça, vous avez les petits rablés avec le cou court, et là souvent, ils vous font des apnées terribles, quoi, en fait. Et donc, la gravité du SAS souvent est corrélée avec le périmètre cervical et le tour de taille. Donc, c'est l'obésité androïde, quoi, en fait. Donc, c'est plus fréquent chez l'homme obèse que chez la femme obèse. Bon, ça, c'est des constatations assez classiques, mais je crois que ce n'est pas inutile de le signaler. Alors, les autres manifestations des apnées du sommeil, l'hypertension artérielle, d'accord. Et puis, la polyglobulie, alors c'est l'augmentation des globules rouges, c'est assez rare. En général, c'est quand il y a une maladie respiratoire associée aux apnées du sommeil. Et en particulier, ce qu'on appelle l'overlap syndrome, on associe une maladie respiratoire obstructive, une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive, vous savez, la maladie du fumeur, avec un SAS. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les désaturations sont encore plus profondes et facilement, ça génère des problèmes de polyglobulie et ça va générer aussi des problèmes d'hypertension artérielle pulmonaire. C'est-à-dire que l'hypoxie chronique va entraîner une vasoconstriction artérielle pulmonaire qui va favoriser l'hypertension artérielle pulmonaire. Et donc, souvent, c'est quand on a une maladie respiratoire chronique associée. Alors, les troubles du rythme et de la conduction, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la bradycardie, la tachycardie, etc., que diagnostiquent les cardiologues. Et puis, à côté de ça, alors bien sûr, j'ai mis s'intéresser au terrain, en particulier le versant vasculaire, les gens qui ont une insuffisance coronarienne, une maladie d'artériosclérose, c'est quand même très important, parce que ceux-là sont à risque d'avoir des complications. Je voudrais en profiter pour vous parler d'une autre parenthèse. Donc, vous avez la parenthèse des apnées centrales de l'insuffisance ventriculaire gauche.
Ça, c'est la parenthèse du syndrome de Pickwick, en fait. C'est la parenthèse de l'hypoventilation alvéolaire de l'obésité. C'est-à-dire que l'obésité en elle-même peut générer une insuffisance respiratoire sans nécessairement qu'il y ait d'apnée, mais souvent elles sont associées, mais pas nécessairement. Donc ce syndrome de Pickwick, vous en avez sûrement entendu parler, c'est une hypoventilation de l'obésité, c'est-à-dire c'est l'obésité morbide, c'est des gens qui ont une hypersomnolence diurne, c'est le valet de M. Pickwick, hein, qui sont cyanosés, qui ont une hypoventilation alvéolaire, c'est-à-dire qu'ils sont hypoxiques et hypercapniques, donc ils ont une insuffisance respiratoire, qui ont une insuffisance cardiaque droite, du fait de la vasoconstriction artérielle et de l'hypertension artérielle pulmonaire, et ils peuvent avoir une respiration périodique, mais surtout ils ont en plus un syndrome d'apnée du sommeil. Ils ont vraiment la complète, c'est-à-dire que chez l'obèse, on va pouvoir distinguer en fait deux types de manifestations respiratoires, indépendamment de toute maladie respiratoire sous-jacente. Il y a donc le syndrome d'apnée du sommeil, hein, qui est cet obstacle-là, alors que les poumons fonctionnent bien et tout. Et puis il y a l'hypoventilation alvéolaire de l'obésité. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte la conséquence respiratoire de l'obésité. Alors pourquoi les gens se mettent en hypoventilation, hein, ça ne concerne pas tous les obèses, hein, seulement 10%, hein, heureusement, d'accord, hein. Tout simplement parce qu'il y a un coût excessif du travail respiratoire chez les grands obèses. La ventilation, c'est une pompe et un échangeur. L'échangeur, c'est les poumons, les artères, etc. Et la pompe, c'est les muscles, la cage thoracique. Et donc, en fait, on a des muscles qui fonctionnent. Par exemple, le diaphragme, il se contracte 1 seconde et il se repose 2 secondes. Et donc, il y a un travail mécanique de la ventilation. Et si vous augmentez ce travail-là, vous avez un risque d'épuisement des muscles respiratoires. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe chez les gens qui ont une très forte obésité? Vous avez une espèce de gangue graisseuse qui va diminuer la compliance. C'est-à-dire la cage thoracique va beaucoup moins se mobiliser. Et si en fait les gens veulent ventiler normalement, ça va demander un travail ventilatoire beaucoup plus important. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a une adaptation du mode ventilatoire pour s'économiser. C'est-à-dire que ces patients-là vont ventiler avec une amplitude plus faible. À ce moment-là, ils vont demander moins de contraction à leurs muscles. Et il y aura toujours le même temps de repos, c'est-à-dire c'est un tiers d'inspiration, 2 tiers d'expiration. Mais l'amplitude va être plus faible, parce que ça va demander moins de travail aux muscles. Comme ça, ils vont s'épargner. Qu'est-ce qui se passe si vous ventilez peu? Vous allez ventiler la trachée, les gros troncs, mais vous n'allez pas les ventiler jusque dans le fond des alvéoles, là où se font les échanges gazeux, c'est où l'oxygène passe et le gaz carbonique repart. Et donc, du coup, en fait, les gens vont se mettre en ce qu'on appelle en hypoventilation. Et cette hypoventilation des alvéoles, ça va s'accompagner d'une chute d'oxygène. Et puis, les patients ne vont pas pouvoir éliminer leur gaz carbonique. Il y a une augmentation du gaz carbonique dans le sang. Ça s'installe progressivement. Et en fait, donc, c'est ça qui traduit cette hypoventilation chez ces patients-là. Donc ça, c'est le premier point. Après, il peut y avoir un dysfonctionnement des centres respiratoires, mais bon, c'est discuté. De ce fait, comme le taux de gaz carbonique augmente, la réponse ventilatoire au gaz carbonique va se modifier aussi. Hein. Les seuils vont se modifier et on va dire, le patient va supporter beaucoup plus facilement un taux de gaz carbonique élevé. Ça fait partie de l'adaptation de chaque individu. Et heureusement qu'il y a cette adaptation-là et qui est parfois assez extraordinaire. Et donc les apnées nocturnes, par là-dessus, vont en plus aggraver les choses s'il y a des apnées. Mais vous voyez, l'hypoventilation, le syndrome obésité-hypoventilation, c'est une insuffisance respiratoire du sujet obèse qui ne peut pas assurer une ventilation de bonne qualité du fait de son obésité. Il y a d'autres facteurs qui viennent se surajouter, comme des troubles de ventilation des basses chez des gens qui ont des diaphragmes qui ne fonctionnent pas bien. Et puis par là-dessus, il peut y avoir des apnées qui vont venir s'ajouter, mais les apnées ne sont pas obligatoires, ils n'ont pas nécessairement des apnées. Mais alors, quand dans le Pickwick, vous combinez à la fois l'hypoventilation plus les apnées. Vous voyez un peu tout ça? Donc syndrome obésité, hypoventilation, c'est le Pickwick. Mais ce n'est pas synonyme, d'accord? Les apnées obstructives sont présentes dans certains cas de syndrome obésité, hypoventilation, vous voyez, de 10 à 24%. Donc, ce n'est pas obligatoire à tous les coups. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de maladies qui donnaient une somnolence. Je vous dis 2 mots de narcolepsie. Hein. C'est une affection neurologique qui est beaucoup moins fréquente que syndrome d'apnée du sommeil. Vous voyez, c'est à peu près la même fréquence que la sclérose en plaques, 0,05% de la population. On verra tout à l'heure, syndrome d'apnée du sommeil, c'est peut-être 4-5% de la population.
Donc, vraiment, ça n'a rien à voir. Alors la narcolepsie, c'est une maladie qui est très intéressante en termes de physiopathologie, parce qu'en fait, c'est en quelque sorte des irruptions de sommeil paradoxal dans la vie de tous les jours, quoi, en fait. Le sommeil paradoxal, c'est une phase de sommeil qui se caractérise par les rêves, et puis par une hypotonie musculaire très importante, et puis, bon, bien sûr, c'est le sommeil. Et en fait, ces gens qui ont une narcolepsie, eh bien, ils vont avoir des attaques de sommeil. Ils vont s'endormir comme ça, brutalement, tout d'un coup, comment dirais-je, de quelques secondes à une demi-heure. Ils s'endorment. Boum. Et en fait, ces attaques de sommeil vont être associées à d'autres manifestations, en particulier de la cataplexie, qui est une brève perte de tonus musculaire, alors en dehors de ces périodes-là, bien sûr, chez les patients qui sont conscients à ce moment-là, et en particulier à l'occasion d'une émotion. Et d'ailleurs, on les appelle, ces patients, des patients tristes, parce qu'ils évitent toutes les émotions, en particulier les émotions les fous rires, tous ces trucs-là, en général, ça déclenche. Alors ça peut être une chute de tonus des muscles axiaux, donc les gens vont tomber, ou ça peut être un bras, ça peut être la tête qui tombe. Hein. Donc, et du coup, bon, ils évitent ces situations-là. Hein. Bon, si vous voulez, pour retenir l'exemple, c'est le pêcheur à la ligne, donc qui voit son bouchon couler, donc émotion. Parce que pour un pêcheur, c'est quand même une émotion forte. Et donc, du coup, chute de tonus, et hop, il tombe dans l'eau, et voilà, le problème est réglé. Donc, vous voyez, il faut éviter ce genre de situation. À côté de ces attaques de cataplexie, vous avez les paralysies du sommeil, hein, qui peuvent survenir avant l'endormissement ou au moment de l'éveil. Donc, en fait, les gens sont conscients, mais ils ne peuvent pas bouger. Hein, donc, c'est vraiment du tonus musculaire qui est disparu. Et puis, à côté de ça, vous avez les hallucinations au moment de l'endormissement ou au moment du réveil, alors hypnagogique, hypnopompique, en fonction du moment. C'est des visions de choses déformées. Et ça nous rappelle un peu tout ça. Vous voyez, donc les phases de sommeil paradoxal, vous avez une chute de tonus musculaire qui est très importante, hein, une hypotonie, et puis les hallucinations, on pourrait peut-être associer ça au rêve. Et donc, vous voyez, vous avez vraiment l'impression vraiment que c'est du sommeil paradoxal qui d'un coup, qui arrive dans la vie. Souvent, c'est des gens qui ont une mauvaise qualité. Et puis, on va faire le diagnostic justement sur les tests de latence d'endormissement, les tests itératifs de latence d'endormissement, parce que c'est des gens qui vont s'endormir d'emblée en sommeil paradoxal. Alors que normalement, quand on s'endort, on passe stade 1, sommeil lent superficiel, stade 2, 3, 4, et le sommeil paradoxal va arriver peut-être au bout d'une heure et demie. Et bien là, d'emblée, ils s'endorment en sommeil paradoxal. Il y a un facteur génétique incontestable, et ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a un traitement, c'est le modafinil, hein, qui permet de stimuler l'éveil chez ces patients-là. Hein, et au point de vue physiopathologique, c'est une dysrégulation du sommeil paradoxal, avec en particulier un déficit en neuromédiateur qui est l'hypocrétine 1. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas un spécialiste de la chose, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est quand même intéressant de connaître cette maladie-là qui fait quand même vraiment partie des diagnostics différentiels. Sinon, l'autre grand diagnostic différentiel, c'est le syndrome des jambes sans repos, hein, qui est une sensation très répandue, sensation désagréable dans les mollets qui contraint à bouger les jambes et gêne l'endormissement. Et en gênant l'endormissement, ça raccourcit la durée de sommeil. Donc du coup, les gens sont somnolents dans la journée, tout simplement parce qu'ils ont ça. Et c'est assez invalidant. Et puis, le syndrome des mouvements périodiques pendant le sommeil, c'est une extension du gros orteil, une dorsiflexion du pied, qui peut se répéter toutes les 30 secondes et qui va fragmenter le sommeil. Souvent, on voit ça chez les gens qui ont une insuffisance rénale, qui ont des problèmes du trouble du métabolisme du fer. Et là, il faut le diagnostiquer en faisant un électromyogramme des jambiers pendant qu'on fait une polygraphie respiratoire. Voilà, donc les autres diagnostics différentiels pour expliquer la somnolence. Alors, au point de vue épidémiologique, quelle est la prévalence dans la population active d'âge moyen? Alors, c'est issu d'un article un petit peu vieux qui date des années 90, je crois. Ils avaient montré que si on prenait l'index d'apnée, hypopnée supérieur à 5 seul, 9% des femmes et 24% des hommes d'âge mûr avaient un syndrome d'apnée du sommeil, ce qui est considérable. Si on prend un index supérieur ou égal à 5 et une hypersomnolence, 2% des femmes, 4% des hommes d'âge mûr, ce qui est quand même aussi très important, 4% de la population masculine. Alors, comment on va dépister ces patients-là? Bien sûr, la suspicion clinique, c'est la somnolence. Alors, en particulier, une somnolence chez un patient obèse, bon, c'est sûr qu'il faut les enregistrer.
il y a des systèmes d'enregistrement, on peut utiliser uniquement la saturation, mais tous les patients ne vont pas désaturer. Donc on va passer à côté de certains patients, en particulier les non-obèses, qui ne désaturent pas. Par contre, dans l'obésité, en général, ils désaturent. Donc il y a des petits systèmes portables, on peut faire des polygraphies à la maison, et souvent on arrive un petit peu à dépister ces gens-là. Mais en général, bon, souvent on est obligé de confirmer par un examen polygraphique, hein, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Donc en général, alors, si on s'intéresse aux anomalies respiratoires nocturnes, une polygraphie respiratoire est suffisante dans la majorité des cas, où on va analyser uniquement les paramètres ventilatoires. En général, bon, on va faire une polysomnographie, où on va analyser à la fois les paramètres respiratoires et neurophysiologiques. Pourquoi on fait cette distinction? Parce que je veux dire, il y a une liste d'attente très importante. Hein. Les centres qui font de la polysomnographie ne sont pas si répandus que ça, et donc vous pouvez attendre des mois et des mois pour avoir ce genre d'examen. Donc, il vaut mieux dépister et puis faire des polygraphies respiratoires plus faciles quand même à une majorité de patients et réserver la polysomnographie. Donc, alors, au labo qui ont les moyens, il y a peut-être des grosses structures qui peuvent faire ça. Et puis, en cas d'hypersomnolence inexpliquée, ça c'est certain, quand il n'y a pas d'anomalie respiratoire, en cas de trouble respiratoire insuffisant pour expliquer une somnolence marquée, c'est là qu'on va voir, par exemple, le syndrome d'augmentation de résistance des voies aériennes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. On va analyser les micro-éveils. Et puis, des fois aussi, pour des raisons médico-légales, il faut une quantification précise. Vous avez des gens qui ont des professions très exposées, c'est peut-être préférable aussi d'avoir quelque chose de sérieux. Donc je vous rappelle la prévalence, et donc la morbidité, elle, n'est pas si évidente que ça à évaluer. Je reviens à un article aussi qui est assez ancien, qui montrait qu'il y avait un accroissement de la mortalité pour des valeurs d'index d'apnée-hypopnée supérieures à 20 par heure. Et dans ce papier-là, ils avaient montré que les gens qui étaient traités avaient une mortalité qui rejoignait celle de la population de leur âge normal. Bon, je vous ai rappelé, le risque à long terme, c'est le risque cardiaque, et le risque à court terme, c'est les accidents de la route, en fait, à côté, bien sûr, de l'altération de la qualité de vie. Et il y a un arrêté de 1997 qui fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire. Et les pathologies du sommeil et troubles de la vigilance, apnée, narcolepsie, sont en principe une contre-indication à la conduite de tout véhicule. D'accord ? Et ça, c'est modulé par les résultats thérapeutiques, c'est-à-dire que si on en fait le diagnostic et qu'on traite les gens et qu'on démontre qu'ils sont plus somnolents, bien sûr, ils peuvent conduire. Mais normalement, c'est un motif de retrait de permis de conduire. Le problème, c'est que, bien sûr, on ne va pas dénoncer les gens à la commission de retrait de permis de conduire, et on ne peut même pas le signaler à la médecine du travail. Donc, quand on a un patient qui est, par exemple, un chauffeur routier qui est apnéique, ben, bien sûr, on va tout faire pour qu'il se traite, qu'il se soigne bien. Mais s'il ne veut pas, ben, on peut simplement lui donner des recommandations, disant ben, c'est pas bien, faites pas. Mais normalement, on n'a pas le, on peut pas. Enfin bon, on peut envoyer un double au médecin du travail, mais enfin normalement, on n'a pas à le faire. Je me suis renseigné à nouveau là-dessus parce que c'était quand même un petit peu gênant quelque part. Ceci dit, bon, les routiers, ils ont d'autres raisons d'être somnolents, hein, enfin, en fonction du rythme du travail, etc. Ce n'est pas toujours très évident. Alors, on va aborder le problème du traitement, assez brièvement. Hein. Alors, bon, moi, l'approche que j'ai, c'est considérer que c'est un problème mécanique, hein, c'est un problème d'oxygène. On parle des apnées obstructives. Donc, le traitement, on va dire, il va être mécanique. Et en fait, il y a 3 types de traitements. Donc, ce qu'il faut, c'est ouvrir les voies aériennes supérieures, assurer la perméabilité. Donc, il y a la ventilation pression positive continue, qui est un peu le traitement de référence. Et puis, à côté de ça, on a la chirurgie d'agrandissement des voies aériennes supérieures. Et puis, on a enfin des petits moyens, petits trucs, mais qui peuvent être intéressants. Alors, la ventilation pression positive continue, donc c'est le traitement de référence. Et ça va assurer en quelque sorte une contention pneumatique au niveau des voies aériennes supérieures. C'est-à-dire que ça consiste à dormir la nuit avec un masque sur le nez, relié à une turbine, qui va vous souffler de l'air, hein, certains débits d'air, ça va générer une pression au niveau des voies aériennes et ça va ouvrir les voies aériennes. Ça va en quelque sorte faire passer l'air en force. Et donc du coup, le niveau de pression, c'est entre 8 et 12 cm d'eau. Alors il faut le prendre bien sûr toutes les nuits, pendant le sommeil. Et en fait, on peut faire disparaître les apnées quasiment totalement dès la première nuit. Pour peu qu'on supporte la machine.
Et l'observance est de l'ordre de 60 à 70%. Alors c'est vrai que quand les gens sont très symptomatiques, ils vont supporter un peu plus facilement la machine, parce qu'en fait, ça va leur apporter un plus. Parce que, du jour au lendemain, la somnolence va disparaître. C'est pris en charge par la sécurité sociale dans la liste des produits et des prestations remboursées si l'index est supérieur à 30 par heure. L'index d'apnée ou l'index de micro-éveil, quand on peut le calculer, supérieur à 10 par heure. On arrive toujours à trouver 10 micro-éveils par heure, donc on n'a pas trop de soucis pour ça. Au-dessous, si les gens sont très symptomatiques et qu'ils ont un index à 20, on peut être un peu embarrassé. C'est là que la polysomnographie va vous aider parce qu'en fait, on peut trouver à ce moment-là un index de micro-éveil supérieur à 10 et donc là, on va pouvoir proposer le traitement aux patients. Donc le remboursement, c'est 60%, la mutuelle prend le reste. Avec des matériels qui s'améliorent avec l'électronique, vous avez maintenant des machines autopilotées qui arrivent à détecter les apnées, qui modulent le niveau de pression en fonction des phases de sommeil, donc les pressions sont basses au moment de l'endormissement, puis ça monte progressivement, au fur et à mesure peut-être que les anomalies respiratoires se majorent. Donc c'est pas inintéressant, la machine juste. Sinon on peut mettre ça en pression fixe, on va faire une titration, on va évaluer le niveau de pression nécessaire pour corriger quand ils ont toutes les apnées, on va mettre la machine à 10, 11, 12 cm d'eau, et là à ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Chez les sujets âgés, c'est un petit peu difficile parce que c'est vraiment assez contraignant, ils ont du mal à accepter ça. Alors le problème, c'est le masque. Parce qu'en fait, il y a toutes sortes de masques, c'est pas très... Voilà. Alors là, il y a une mentonnière pour maintenir la mâchoire fermée. Il y a toujours un petit trou sur le système pour pouvoir permettre à l'air de repartir, pour que l'expiration, que les gens ne respirent pas à nouveau ce qu'ils ont expiré. Vous pouvez même avoir un embout buccal comme ça, enfin, c'est pas évident si vous ne supportez pas au niveau du nez. Enfin, voilà quelques exemples. Vous pouvez aller sur Internet, vous verrez, il y a plein de sites. Et les sites des fabricants, bien sûr. Alors, à côté de la ventilation pression positive continue, donc traitement de référence, vous avez la chirurgie d'agrandissement des voies aériennes supérieures. Alors là, vous avez plusieurs types de chirurgie. Vous avez vous avez l'uvulopalato-pharyngoplastie, je vous en dis deux mots, parce qu'en fait, ça, c'est la chirurgie du ronflement qui consiste à enlever la luette et puis le voile du palais. On enlève les amygdales au passage. Donc, on essaie de... En fait, on va enlever tout ce qui vibre, tout ce qui fait du bruit. Donc, ça traite le ronflement. Ça ne va pas traiter les apnées, parce que les apnées, souvent, c'est derrière la langue. Et donc, en fait, vous allez transformer un apnéique ronfleur en apnéique non ronfleur, avec en plus des risques de reflux de liquide dans le nez, des difficultés après pour pouvoir assurer une bonne ventilation, parce qu'on n'a plus le voile du palais comme déflecteur. Donc c'est pas très très bon, vous voyez, on enlève tout ça, donc ça agrandit un peu, mais en fait pas tant que ça, donc c'est pas... moi personnellement je déconseille cette chirurgie-là, vous voyez. Le résultat à la fin c'est ça, les amygdales sont parties, la luette, tout ça, mais moi... C'est vraiment la chirurgie du ronflement. Alors on préfère des techniques de radiofréquence où on va cuire un peu les parties molles, ça va retendre les tissus, ça va limiter les ronflements. Mais ça, c'est le traitement du ronflement, en fait. Ce n'est pas le traitement vraiment des apnées. La seule chirurgie vraiment efficace des apnées, c'est la chirurgie osseuse. Alors il y a plusieurs variantes. La plus accomplie, c'est la chirurgie en 2 temps, mais c'est réservé aux formes graves, en échec de ventilation pression positive. Enfin vraiment, il faut avoir tout essayé. C'est fait par des équipes très entraînées, il y en a peu à faire ça, il faut faire un bilan morphométrique très très sérieux. Et en fait, on va faire une ostéotomie d'avancement des apophyses génies, on va découper ici, on va remonter un petit peu tous les muscles en dessous, et on va remonter aussi l'osioïde, donc ça va agrandir un peu par-dessous. Mais ça, ce n'est pas suffisant, il faut faire une ostéotomie bimandibulaire d'avancement, c'est-à-dire vous découpez le maxillaire inférieur pour l'avancer, vous avancez la mandibule avec la langue qui vient avec, et quand vous avancez la mandibule pour qu'il y ait une bonne congruence des dents, il faut avancer aussi le maxillaire supérieur. Quand vous imaginez un petit peu le chantier, c'est pas très simple, et c'est vrai qu'on essaie d'éviter ce genre de choses. Alors la chirurgie nasale, quand il y a une obstruction nasale, c'est toujours utile d'améliorer la perméabilité du nez au niveau nasal, mais c'est un traitement d'appoint. Voilà, l'UPPP, moi je le déconseille. La basicglosectomie, on enlève une partie de la langue, de la base de la langue, ça il ne faut pas faire ça. L'amygdalectomie, ça peut être utile chez l'enfant qui a des très grosses amygdales. Alors là, oui, d'accord, mais sinon chez l'adulte, ce n'est pas un traitement à elle seule. Et puis donc la chirurgie bimaxillaire, donc c'est efficace dans près de 80% des cas. C'est très complexe, comme je vous l'ai dit. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire dans de bonnes conditions avec des équipes entraînées.
Alors puis à côté de ça, vous avez les petits moyens. Les petits moyens, c'est l'os d'orthèse d'avancée mandibulaire. Ce n'est pas un si petit moyen, parce que l'os d'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est quand même quelque chose qui n'est pas inintéressant. Vous voyez, donc ça consiste à avoir une gouttière qui est fixée sur le maxillaire inférieur et supérieur. Et en fait, le but, c'est d'avancer un peu la mâchoire et de maintenir la mâchoire. Toutes sortes de systèmes, hein, vous voyez. Et le but, vous voyez, hein, quand vous faites des apnées, vous êtes couché, vous avez la langue qui vient obstruer là, la luette, en fait, sa bouche et tout. Donc vous mettez une orthèse, vous avancez un peu tout ça, et hop, ça passe très bien. Voilà, c'est schématique, mais c'est un peu ça le principe. Il y a beaucoup de systèmes et l'efficacité est démontrée sur les ronflements. Ça marche très bien sur les ronflements. Ça diminue de moitié, on va dire globalement, les index. C'est-à-dire que vous êtes à 30, vous passez à 15, vous êtes à 60, vous passez à 30. Donc si vous avez un index très élevé, ça ne va pas être le traitement de choix. Par contre, si vous avez un index modéré ou si vous êtes dans les 20, que vous ronflez, que vous n'êtes pas très bien, là vous pouvez penser être ramené aux alentours de 10 et moins et améliorer suffisamment la qualité du sommeil pour que les symptômes disparaissent. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc c'est chez les ronfleurs, les syndromes d'apnée du sommeil léger ou les syndromes modérés à sévères chez les gens qui sont intolérants à la PPC. Alors évidemment, on peut essayer ça. Et donc, en général, c'est mis en place par un orthodontiste. Moi, je préfère que ce soit un orthodontiste qui fasse un bilan dentaire avant, qui voit un petit peu l'articulé, parce que il faut passer toute la nuit avec une machine qui vous avance la mâchoire. Et ce n'est pas toujours très simple. Il peut y avoir des complications au niveau des dents, au niveau d'articulation temporo-maxillaire. Et alors, le coût n'est pas négligeable, hein, on va dire 300-400 €. Ce n'est pas pris en charge, sauf maintenant, pour une orthèse particulière, c'est pris en charge dans une indication très spécifique du patient qui a un syndrome du sommeil modéré à sévère et qui est non compliant ou intolérant à la PPC. Donc, il y a une petite catégorie de patients, ils acceptent de prendre en charge ce traitement-là. La position du corps, quand vous avez un facteur positionnel qui est prédominant ou qui est vraiment aggravant, il faut gêner le décubitus dorsal. Et vous voyez, alors là, vous allez sur Internet, hein, vous allez trouver toutes sortes de trucs. J'ai pompé ça là, vous voyez, donc vous avez une chemise de nuit avec un tube de je ne sais pas quoi, là, voilà. Là, vous voyez, il s'est confectionné vous voyez, elle a un coussin carré, elle ne peut pas pouvoir retourner sur le dos. Ce n'est pas très, très élégant, mais quand vraiment c'est prédominant, ça peut être utile, ça peut rendre service. Classiquement, c'est les balles de tennis, hein, qu'on proposait. La perte pondérale, c'est très intéressant, mais elle n'est pas toujours facile à obtenir. Enfin, vous savez ça mieux que moi. Et elle doit être conséquente. Hein. On a l'impression qu'il y a un seuil. C'est-à-dire les gens qui sont à 140 kg, ils perdent 20 kg, ils passent à 120, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Ils ont encore des anomalies. Il faut peut-être qu'ils passent au-dessous de 100 ou au-dessous de 90. C'est un peu décevant, en fait, hein, la perte pondérale. Il faut vraiment qu'elle soit très, très importante. Éviter les boissons alcoolisées, les anxiolytiques, bien sûr. Et puis, il n'y a pas de traitement médicamenteux. On peut donner du modafinil quand il y a une somnolence résiduelle, après avoir bien exploré le patient pour savoir s'il n'y a pas des apnées complexes qui ne marchent pas avec l'appareillage. Et on peut effectivement donner des traitements qui vont stimuler la vigilance chez des gens qui restent somnolents malgré une bonne prise en charge. Alors vous voyez, il y a toutes sortes d'appareils. Ça, c'est une espèce de canule, comme une canule de maillot. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, mais c'est vrai que c'est un système mécanique. Hein, ça. Alors, il faut quasiment se mettre ça dans la gorge le soir avant de s'endormir. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi, j'en ai un comme ça. C'est un patient qui me l'a apporté. Il me dit, j'ai jamais pu la supporter, ce truc-là. Parce que là, quand vous mettez des trucs par là, vous avez un réflexe nauséeux, normalement. Hein, je peux vous dire. Hein, enfin, bon, voilà. Bon, enfin, ça existe. Alors voilà, ça c'est les petits trucs, vous voyez la mentonnière, alors bon, ça marche sur les ronflements tout ça, hein, le petit collier qui vous maintient la mâchoire, l'oreiller miracle apparemment, je ne sais pas trop ce que ça fait chez ce monsieur-là, enfin en tous les cas, elle a l'air contente parce qu'apparemment apparemment, elle a retrouvé le sourire et lui, il ne doit pas ronfler, je pense que ça doit être ça, mais c'est tout, ça s'arrête là, enfin bon, tout ce qu'on... Et puis les apnées centrales, oui, faut-il les traiter? Elle date peut-être un peu cette diapo-là. Ce qu'il faut surtout, c'est traiter l'insuffisance cardiaque. Alors il y a plusieurs d'autres techniques de resynchronisation. Et puis donc on sait que la ventilation pression positive continue chez les gens qui sont en insuffisance ventriculaire gauche et qui font des apnées, ça améliore les choses, ça améliore l'insuffisance cardiaque, ça diminue la post-charge par des mécanismes assez complexes. Donc ça, c'est l'apnéique obstructif insuffisant cardiaque. Et à côté de ça, vous avez les gens qui font des apnées périodiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, des respirations périodiques. Et là, il y a des systèmes, des machines en fait, qui ont des algorithmes de calcul de ventilation particuliers
qui permettent d'améliorer la qualité de la ventilation pendant ces événements-là, en fait. Donc, bon, ça dépend un peu des équipes de cardiologie, de leur sensibilisation aux problèmes d'apnée du sommeil, mais en général, bon, pour l'instant, on n'est pas trop sollicité par les cardiologues, mais je pense que ça va venir dans les années qui viennent. Voilà, c'est tout. Je vous remercie.